L'odeur, la puanteur. C'est ça la guerre. C'est ça. Depuis le débarquement sur les plages de Normandie jusqu'à la bataille des Ardennes, au plus fort d'un hiver glacial, en passant par la découverte des atrocités nazies un peu partout en Europe. Comment des êtres humains peuvent-ils faire ça à d'autres êtres humains? Comment peuvent-ils? Voici leur histoire telle qu'ils la racontent et non pas telle qu'elle a été écrite par les généraux et les historiens. Après toutes ces années, ça me retourne encore. Lorsque les archives le permettront, nous reverrons les scènes de bataille. En leur absence, nous utiliserons de vraies armes et de vraies bombes pour illustrer ce qu'ont vécu les combattants. Voici l'histoire de la dernière année de la Deuxième Guerre mondiale, racontée par ces héros. En juin 1944, des milliers de jeunes soldats convergent vers la côte sud de l'Angleterre, prêts à partir à la guerre. Il y avait des bateaux partout. Derrière, à côté, devant. Je n'avais jamais vu autant de bateaux. Je ne savais même pas que nous en avions autant. Il y en avait de toutes les tailles. J'étais stupéfait. Pendant une demi-heure, je suis resté à regarder et un officier est venu me voir. Je lui ai dit, je regarde juste les bateaux. Et il a répondu, vous feriez bien de vous préparer, on va bientôt y aller. C'était comme si un géant avait tiré une corde avec tous les bateaux attachés. C'était fantastique à voir. En regardant les falaises blanches, je me suis dit, bon sang, j'espère que je les reverrai. J'étais content, je me sentais en sécurité. J'avais l'impression que Dieu était avec moi et que j'allais m'en sortir. Tout le monde avait peur, mais on ne voulait pas le montrer devant les copains. La vérité, c'est qu'on ne se battait pas pour son pays ou la démocratie. Tout ça, c'est des histoires. Dans l'infanterie, on se battait pour les copains, le type à droite et le type à gauche. Et on ne pensait pas qu'on serait touché. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. C'était du sérieux et je crois que chacun se demandait comment il allait réagir au combat. Je n'avais jamais tué personne. Je n'avais jamais eu d'arme à feu. Et je n'ai jamais chassé, comme certains soldats de mon unité qui venaient du sud des États-Unis. Donc je ne savais pas si j'étais capable de tuer un homme. Et je me suis fait à l'idée que je ne reviendrai pas. Le 6 juin 1944, c'est le jour J. Des dizaines de milliers de soldats britanniques, américains et canadiens vont débarquer sur 5 plages portant les noms de code Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Des têtes de pont doivent y être établies avant la tombée de la nuit. Les généraux alliés prévoient ensuite de prendre camp à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Mais pour cela, les soldats devront venir à bout d'une défense allemande déterminée, ainsi que des formidables fortifications du mur de l'Atlantique. Près de 70 ans plus tard, les survivants ont un souvenir très clair de la traversée. Le temps était épouvantable. Il y avait du vent. Et notre petite barge de débarquement était secouée comme un bouchon. J'ai été malade pendant toute la traversée. Malade comme vous ne pouvez pas imaginer.
Et puis finalement, quand on a reçu l'ordre de démarrer les moteurs et de préparer les chars, mon mal de mer a disparu. On aurait entendu voler une mouche. Tout le monde savait que ce n'était pas le moment de faire la conversation. Et certains ont eu des prémonitions. Dieu merci, pas moi. Ils savaient que c'était fini pour eux. Ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. Le débarquement avait été préparé par des bombardements aériens et navals qui devaient affaiblir les défenses allemandes. Harold Baumgarten, un étudiant en médecine de New York, n'a que 19 ans. Il est recroquevillé dans un navire lorsque les premiers tirs résonnent. Le bruit était assourdissant. Et bien sûr, la mer était de plus en plus agitée. Parce qu'à chaque fois qu'un bateau tirait un coup de canon, ça faisait des vagues. Il y avait des canons de 16 pouces qui tiraient des obus gros comme ça. Et quand ils passaient au-dessus de nos têtes, c'était comme le bruit d'un train. Je servais sur un croiseur léger, ce qui signifie qu'on pouvait s'approcher relativement près de la côte. Et nos objectifs, c'étaient les batteries côtières. Et en fait, un de nos obus est rentré dans la meurtrière, directement dans le blocos. La tourelle entière a été réduite en morceaux, plus petit qu'une voiture. Les bouts sont toujours là, dans l'herbe. Certains ont dit que c'était un coup de chance, mais nous, on préférait parler d'un tir de précision. George Dangerfield, 19 ans à l'époque, a débarqué sur Juno Beach. Il se souvient parfaitement des premiers tirs allemands. En approchant de la plage, l'artillerie ennemie a commencé à tirer. Les obus passaient au-dessus de nos têtes avec un bruit terrible. C'était un cauchemar pour tout le monde. Aucun d'entre nous n'avait été préparé à affronter ça. Mais rapidement, on l'acceptait parce qu'on avait une mission à remplir. Donald McCarthy, 20 ans, arrivait de Boston aux États-Unis. Il se souvient nettement du moment où la côte normande est apparue à ses yeux. Je me suis dit, mon Dieu, c'est la France. Ça y est, on va y aller. Et puis tout à coup, les canons des bateaux ont commencé à tirer. Et j'ai dit, bon sang, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, les gars. J'espère que je vais vivre assez longtemps pour pouvoir raconter ça à quelqu'un. C'était stupéfiant. Une cacophonie sonore que je n'oublierai jamais. Je l'entends encore au moment où je vous parle. C'était le chaos. La fumée, la saleté, le bruit. Un bruit inimaginable.
Selon moi, même les récits de mon père sur 14-18 ne pouvaient pas soutenir la comparaison avec ce bruit. Le plan mis au point par l'état-major est loin d'être parfait, et des conditions météo difficiles rendent l'opération plus périlleuse encore. Pour les soldats qui approchent de la côte, cette journée sera à nul autre pareil. Les hommes doivent d'abord quitter les grands navires pour monter à bord de petites barges de débarquement très vulnérables. William Ryan a un avant-goût du carnage à venir. Nos 4 barges ont toutes été touchées par des obus et des mines. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis cogné la tête contre le bastingage. L'obus nous a touchés du côté droit et la barge a basculé. Ma tête a suivi le mouvement, je me suis fracturé le crâne et j'ai reçu un gros éclat d'obus dans l'épaule. La flotte alliée doit avancer sous le feu des canons et des mitrailleuses ennemies. Et sous l'eau, un autre danger guette, les mines. Comme dans une piscine géante, des couloirs de navigation ont été aménagés afin de permettre aux barges de débarquement d'atteindre la côte, si tout se passe bien. Tout à coup, on entendait un bruit horrible qui venait d'en dessous. On réalisait qu'on avait touché quelque chose. L'avant se soulevait et on espérait que ce n'était pas une mine. Alex Adair, un garçon de ferme canadien de 20 ans, se prépare à débarquer avec son unité à Juno Beach. La barge a percuté un obstacle dans l'eau. Tout l'avant a été propulsé en l'air. L'eau s'est engouffrée dans la barge. Et pour ceux qui étaient devant, c'était fini. Ils y sont tous passés. La partie était terminée. À Omaha Beach, des camarades d'Harold Baumgarten connaissent le même destin tragique. Alors que notre petite barge approchait de la plage, celle qui était à notre gauche, celle de la compagnie B, a sauté sur une mine. Et on a reçu une pluie de bouts de bois, de métal, de débris humains et de sang. C'est comme ça que j'ai été accueilli en France. Après avoir vu mon meilleur ami mourir, et tous ces types que je connaissais, c'était presque une psychose. On avait envie de tuer. Lorsque les barges approchent de la plage, la rampe située à l'avant s'abaisse, révélant aux hommes la vue du champ de bataille. Quand la rampe s'est abaissée, elle a failli tomber sur un soldat mort. Et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre, qui ne semblait pas naturel. Et puis, j'ai réalisé que le corps n'avait pas de tête. Il y avait juste un bout d'os qui dépassait. Une fois la rampe abaissée, les hommes font une cible facile pour les mitrailleurs allemands. Beaucoup sont fauchés par une rafale avant d'atteindre le rivage. D'autres sont entraînés au fond par le poids de leur équipement. Quand ils sont descendus de la barge, ils ont coulé à pic, et la plupart se sont noyés.
Donald McCarthy a lui aussi débarqué à Omaha Beach. Et il n'a échappé à la noyade que de peu. Voici mon casque. Je l'ai toujours avec moi. Quand j'ai sauté à l'eau, la sangle était en place, sous le menton. Et l'air qui s'était accumulé sous le casque m'a fait remonter à la surface. Là, je me suis dit, « Hey, je suis au-dessus de l'eau. » J'ai perdu tout mon équipement. Tout ce qu'il me restait, c'était la petite veste de la 29e division. J'ai perdu la veste de combat, le fusil, mon appareil photo, et je me suis dit, mon père va me tuer pour l'appareil photo. À Gold Beach, des centaines d'hommes tentent désespérément de nager jusqu'à la plage. On avait tous un gilet de sauvetage, on appelait ça une Mae West, parce qu'elle se gonflait sur la poitrine. Et Mae West était une actrice de l'époque, plutôt bien dotée pour ce qui est des attributs féminins. Ça aidait pour ne pas couler, sinon je ne serais jamais arrivé à la plage. Je n'étais pas assez bon nageur. Il y avait un type à côté de moi. Je croyais qu'on était arrivés là en même temps. Mais j'ai réalisé plus tard qu'il s'était noyé. Et je lui parlais, on était aussi proches que vous et moi en ce moment. Je disais, allez, nage, nage. Il ne me répondait pas. Alors je l'ai attrapé par l'épaule et j'ai commencé à le tirer avec moi. Je le tirais parce qu'il me servait de filet de sécurité. C'était pas pour lui rendre service, c'était pour moi. Et je m'en suis sacrément voulu pendant des années et des années, pendant 25 ans. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai eu ce sentiment de culpabilité. C'était eux les héros, nous on était des survivants. Face au déluge de balles et d'obus, Donald McCarthy se souvient avoir presque perdu espoir. La fumée, c'était ça le miracle. Je crois que Dieu avait autre chose de prévu pour moi. Profitant de la couverture de fumée, Donald et le reste de son unité parviennent à avancer sur la plage. Bien que globalement les opérations de débarquement progressent, la situation est très difficile à Omaha Beach. Les morts se comptent déjà par centaines, et les vagues suivantes partent sans avoir aucune idée du carnage qui les attend. Jim Kelly, 24 ans, vient de Liverpool. Il débarque à Sword Beach. Dans mon groupe, on était 7, et après avoir parcouru 5 mètres sur la plage, j'étais le seul encore debout. Tous les autres avaient été fauchés et on m'a dit de continuer à avancer. Au milieu du chaos, une image étrangement surréaliste se détache. Il y avait un homme debout sur la plage, en uniforme complet de la marine, très élégant. Et il dirigeait le trafic. Allez, continuez d'avancer. Il empêchait tout le monde de s'arrêter. Allez, on avance, allez. Ken Sturdy, un signaleur de la marine britannique, débarque lui aussi à Sword Beach. Je me souviens d'un commandant de plage, un officier de marine, qui avait avec lui un bulldog en laisse. C'était très surprenant, et ça nous faisait penser à Churchill, bien sûr. Et il criait « Continuez d'avancer !» En tant que commandant de plage, sa mission était de faire avancer les soldats jusqu'à la digue, parce que la plage était sous le feu des Allemands. La progression sur le sable se révèle tout aussi périlleuse que dans l'eau. Les plages sont truffées de mines. Un homme est passé à côté de moi.
Je ne sais pas à quelle unité il appartenait. Peut-être que c'était un soldat du génie. En tout cas, une mine qui était accrochée à un poteau a sauté juste à côté de lui. Et l'explosion l'a coupé en deux. George Dangerfield, alors un jeune infirmier de marine sortant à peine de formation, n'oubliera jamais l'arrivée des premiers blessés. L'afflux est écrasant. Il fallait s'occuper des cas les plus graves en premier, si possible. Je me souviens très bien d'un commandant de l'armée de terre qu'on a ramené en Angleterre. En le voyant de face, on avait l'impression que tout allait bien. Mais il avait marché sur une mine antipersonnelle et, du haut du crâne jusqu'au talon, toute la partie arrière de son corps était en lambeaux. Le dos, les bras, les jambes étaient complètement déchiquetés. Sur un navire mouillant tout près de Juno Beach, George fait de son mieux pour soigner les blessés. Néanmoins, c'est à Omaha Beach que les combats sont les plus durs. J'ai vu des choses sur cette plage que personne ne devrait voir à 19 ans. J'ai vu des hommes avec les entrailles à l'air qui appelaient leur mère ou les infirmiers. C'était horrible. La plage était jonchée de débris humains, des bras, des jambes, des têtes. Mais on continuait d'avancer. La progression des troupes se fait ainsi au prix de pertes importantes, notamment à Omaha Beach et Juno Beach. Dans l'espoir de faciliter la tâche aux soldats, l'état-major allié avait pourtant prévu un plan audacieux. Le bombardement aérien des plages et des positions allemandes juste avant le débarquement. L'aviation devait bombarder la plage pour que nous, on puisse se cacher dans les trous après. Mais quand les avions sont arrivés, les barges de débarquement étaient déjà là. Donc, ils ont largué leurs bombes plus loin, par peur de nous toucher. Les bombardements de précision à l'époque, c'était de la blague. Donald McCarthy a lui aussi été déçu, mais plutôt par la marine américaine. On nous avait promis que la marine allait s'occuper de nous et creuser des tranchées sur la plage. Ne vous en faites pas, vous aurez de quoi vous mettre à couvert. Une fois sur place, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Les tranchées doivent être creusées sous le feu des mitrailleuses et des canons allemands. Sur la plage, j'ai vu 3 soldats en train de creuser. Il y a eu une rafale de mitrailleuses. L'un d'eux a regardé son bras et il était complètement déchiqueté. Parmi tous ceux qui ont survécu à la loterie du débarquement, Harold Baumgarten fait figure de miraculé. Un obus de 88 mm a explosé devant moi. Un éclat m'a touché ici, de ce côté du visage. Un infirmier a dit plus tard que ma joue recouvrait mon oreille. Le côté gauche de ma mâchoire supérieure, le maxillaire, a été emporté. J'avais un trou au milieu du palais. Et j'avais des bouts de dents et de gencives sur la langue. Je n'arrivais pas à les cracher ni à les avaler. Donald McCarthy, cependant, a déjà frôlé la mort à 2 reprises. Son casque l'a sauvé de la noyade, et pour échapper aux mitrailleuses,
il n'a eu d'autre choix que de s'abriter derrière un cadavre. Un autre obus a explosé et un infirmier a été touché dans le dos, et moi à la jambe gauche. Donc j'étais à terre et j'ai appelé à l'aide. Alors 2 infirmiers sont venus nous chercher, moi et l'autre blessé, qui était dans un état grave. Et ils nous ont tirés à l'abri de la tranchée pour qu'on soit à couvert. Se mettre à couvert n'est guère facile sur une plage. Comme des milliers d'autres soldats, Vincent Horton a dû improviser. J'avais le porte-carte de l'adjudant quand des tirs de mortier sont tombés. Et une bombe ou un obus avait détruit un bout de la digue en laissant un cratère. Donc j'ai sauté dans le trou et mon fusil m'a coupé au-dessus de l'œil, juste là. Et j'ai senti des éclats de mortier me toucher ici. J'ai attendu que les tirs s'arrêtent, et puis je me suis relevé. J'ai couru vers le point de rendez-vous. Là, j'ai rendu le porte-carte à l'adjudant, et il a dit... Regardez-moi ça. Il y avait un trou gros comme ça. Ce n'était pas passé loin. En plein dans le porte-carte. Alors, on m'a enlevé les quelques éclats de mortier. On m'a soigné l'œil et on a continué d'avancer. Bien qu'il ait perdu la moitié de sa mâchoire supérieure et la plupart de ses dents, Harold Baumgarten continue l'assaut, puis il est touché à nouveau. Un obus de mortier a explosé et j'ai reçu 3 éclats dans mon casque. Alors j'ai mis 3 doigts dans le trou et quand je les ai ressortis, ma main était pleine de sang. J'avais du sang qui coulait sur l'oreille et dans la nuque. Harold voit des hommes de son unité équipés de lance-flammes partir à l'assaut d'un bunker allemand. Sous ses yeux horrifiés, ils sont rapidement pris pour cible par les mitrailleurs ennemis. Le réservoir de carburant du lance-flamme a été touché. Et les hommes ont brûlé. J'ai senti l'odeur. Aucune formation n'aurait pu préparer George Dangerfield à affronter une telle hécatombe. On essayait de garder en vie les blessés qu'on nous apportait. Les éclats d'obus peuvent causer des blessures atroces, arracher un membre ou emporter des tissus musculaires, en laissant un trou énorme dans le corps. On n'avait pas le temps de s'occuper de ce qui se passait autour de nous. L'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai vu un soldat canadien qui avait été touché au visage. Et une grande partie de son visage avait été emportée. L'aumônier était à ses côtés. L'aumônier se tenait tout près de lui. Et le gars voulait une cigarette. Mais on ne savait plus où la mettre. Depuis, j'ai vu une photo prise par un photographe canadien qui avait débarqué avec eux. Et on voit non seulement le bunker qui défendait la plage à l'endroit où on est passé, mais aussi des blessés canadiens, notamment un homme avec un gros bandage de premiers soins sur le visage. Et je n'ai jamais cessé de me demander depuis si c'était lui que j'avais vu. Parmi les objectifs fixés par l'état-major figurait la prise de Caen, à une vingtaine de kilomètres de la côte, avant la tombée de la nuit. Or, en début d'après-midi, la progression des troupes reste difficile. À Omaha Beach, comme des milliers d'autres blessés, Donald McCarthy attend d'être évacué.
Bien qu'atteint par un éclat d'obus, il peut observer le chaos tout autour de lui. La plage était dévastée. Et j'ai vu tout le spectacle. J'ai vu un ME-109 nous survoler 2 fois en mitraillant la plage. Et des hommes continuaient de se faire tuer en débarquant. Malgré les difficultés à Omaha Beach, William Ryan réussit à atteindre la crête. Derrière lui sur la plage, la dévastation est totale. Si j'avais eu une caméra, j'aurais gagné une fortune. J'étais sur le flanc gauche, tout au bout. Et derrière moi, je pouvais voir le chaos, la destruction sur Omaha Beach. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'un destroyer de la marine américaine, l'USS Franklin, s'est approché très près, sans s'échouer. Et il a commencé à pilonner les positions allemandes sur la falaise. C'est ce qui nous a permis d'arriver à la crête. Les troupes sont confrontées à un nouvel obstacle, mais cette fois, la difficulté a été anticipée. Il y avait des fils barbelés et des mines, et les soldats du génie les ont fait sauter avec des torpilles Bangalore. Malgré les fortes pertes sur la plage, les soldats parviennent ainsi à franchir les fils barbelés et à s'approcher des positions allemandes. Certains sont blessés, mais continuent héroïquement d'avancer. Lorsqu'il atteint le haut de la plage, Harold Baumgarten croit sa dernière heure proche. Il a perdu la moitié de sa mâchoire, la plupart de ses dents et reçu 3 éclats d'obus dans le crâne. Sa survie tient déjà du miracle, mais Harold va être touché pour la 3e fois. En rampant, j'ai déclenché une mine. C'était comme si j'avais reçu un caillou sur le pied. J'ai baissé la tête et j'ai vu qu'il y avait un trou dans mon pied gauche à travers les guêtres. On portait des guêtres. Je savais très bien faire les bandages, donc j'ai enlevé ma chaussure. Et de la même façon qu'on vide l'eau d'un vase, j'ai vidé le sang de ma chaussure. J'ai enlevé ma chaussette, j'ai fait un magnifique bandage avec un peu de poudre. Et à ce moment-là, des obus de mortier ont commencé à tomber. Alors j'ai mis ma chaussure par-dessus le bandage et j'ai couru vers la haie. Sur la crête, les fortifications allemandes sont impressionnantes. D'énormes blocos de béton et des stations radars constituent le dernier et le plus redoutable obstacle pour les troupes alliées. Charles Brown se souvient parfaitement de la tactique employée. Il fallait rester en mouvement et essayer d'arriver en dessous du blocos. Donc les mitrailleurs sont là, nos hommes sont en dessous, et il fallait jeter une grenade dans la meurtrière. Si c'est une mèche de 3 secondes, on dégoupille, ça fume. On compte 1000, 2000 et on la jette. La puissance destructrice d'une grenade est une chose que l'on n'oublie pas. J'ai regardé à l'intérieur et il y avait 2 hommes, ce qu'il en restait. L'un des 2 n'avait plus de torse. Il ne restait plus que les jambes. Au-dessus des hanches, le reste de son corps avait disparu. Le 2e était à peu près dans le même état. Et il y avait d'autres soldats morts autour de la mitrailleuse. Une fois arrivés en haut de la plage, les hommes prennent conscience d'avoir survécu à l'une des offensives les plus meurtrières de la guerre. On se dit, Dieu merci, ce n'est pas tombé sur moi.
Même si j'étais triste pour les pauvres types qui étaient restés, c'était peut-être égoïste. Mais j'ai pensé, mon Dieu, je m'en suis sorti. Il y a une chose qu'on ne peut pas montrer, c'est l'odeur de la guerre, une odeur de mort. On ne peut pas l'expliquer. C'est une chose infâme. D'un seul coup, il fallait devenir un homme, parce qu'on était confronté à des problèmes d'hommes. C'était instantané. Après toutes ces années, j'ai encore du mal à en parler. Le soir venu, les combats continuent de se concentrer sur la zone côtière. Si certaines unités ont réussi à pénétrer à l'intérieur des terres, d'autres sont encore embourbées sur la plage et la ville de Caen reste hors d'atteinte. À Omaha Beach, Harold Baumgarten a déjà été blessé à 3 reprises. Malgré tout, il a réussi à atteindre la crête, mais se trouve de nouveau dans une situation difficile. Il y avait une mitrailleuse allemande à une 50aine de mètres qui défendait la route. Une MG-42. Et on est tous tombés dans une embuscade. Je suis arrivé un peu après les autres. J'étais un peu penché en avant. Et j'ai été touché ici. Une balle a emporté un bout de ma lèvre et ma mâchoire supérieure droite. Encore des dents et des bouts de gencives sur ma langue. Et là, je suis tombé sur des types allongés par terre. Mais ça n'avait pas d'importance. Ils étaient presque morts. Harold commence à perdre espoir. J'ai utilisé ma dernière dose de morphine. Et ce jour-là, la lune était la plus brillante que j'avais jamais vue. Et moi, j'étais avec CGI mort dans un fossé. Donald McCarthy, lui aussi blessé à Omaha Beach, a été transporté dans un hôpital de campagne. Un ranger est arrivé et il y avait des Boches avec lui. On s'est dit, bon sang, on a des prisonniers. Peut-être que les choses ne vont pas si mal que ça, finalement. On a regardé les Boches, mais ils avaient plutôt l'air d'être chinois ou japonais. Donc on se demandait d'où ils sortaient. Et en fait, c'était des Ukrainiens. Des prisonniers russes que les Allemands avaient mobilisés. C'était des unités de première ligne qui devaient jouer un rôle de tampon. Et ils ont été les premiers prisonniers capturés. Tout de suite, la suite. Et moi, j'ai été touché au genou droit. Étonnamment, la blessure n'était pas grave, mais la prochaine balle allait me toucher entre les 2 yeux. Juste à ce moment-là, le destroyer McCook s'est rapproché de la côte, avec sa coque qui raclait le fond. Et l'officier d'artillerie, qui est devenu un ami récemment, a éliminé les snipers avec les canons de 5 pouces. Les tirs sont passés juste au-dessus de ma tête. On a vu un panache de fumée au-dessus de la falaise et les snipers étaient éliminés. Exterminés. J'aime bien utiliser le mot « exterminé ».
Le jour J marque un tournant. Le lendemain, les soldats continuent d'avancer, laissant derrière eux des plages pleines de camarades morts, blessés ou agonisants. Chacun sait que tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais la libération de l'Europe a commencé. Au cours des mois suivants, George Dangerfield participe à l'évacuation des blessés vers l'Angleterre. J'ai simplement fait ce qu'on attendait de moi. Ça fait partie des choses que la vie met sur votre route. Et il faut faire avec. Vincent Horton, qui avait miraculeusement réchappé à un tir de mortier, le porte-carte à la main, est ensuite gravement blessé par une mine. Quand je me suis réveillé et que j'ai vu que j'avais perdu mes 2 jambes, j'étais anéanti. Mais ensuite, quand j'ai réalisé que j'étais encore en vie, j'étais heureux. Je savais que la guerre, c'était fini pour moi. Autrement dit, tout va très bien, merci. C'était fini. L'invincible Harold Baumgarten, blessé à 5 reprises en une seule journée, est évacué vers l'Angleterre. Le débarquement fut sa dernière bataille. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut profiter de la vie. En d'autres termes, je savais à quel point la vie est courte. Quand on vit une expérience comme celle-là, on comprend que la vie est importante et que chaque journée compte. Tous les jours, je dis à ma femme que je l'aime, peut-être 5 fois par jour. Et c'est pareil avec mes enfants. Quand on se parle, ils me disent « je t'aime » et je leur réponds la même chose. Parce qu'on ne sait jamais quand on va partir. Laissant les plages derrière eux, les hommes continuent d'avancer. La bataille de Normandie ne fait que commencer. Après tout ce qui s'était passé, on se demandait avec inquiétude ce que la suite nous réservait. Bien que les premiers assauts contre Caen se soldent par un échec, les généraux alliés insistent pour prendre la ville. Dans le prochain épisode, les vétérans de la Normandie nous raconteront la terrible guerre des haies. Il n'y avait pas pire endroit au monde pour se battre. Les combats face au redoutable char Tigre. Et soudain, à travers la fumée, j'ai vu arriver un énorme char face à nous. J'ai donné l'ordre aux canonniers de tirer pour essayer de toucher le Tigre. Bang! Et enfin, les bombardements massifs sur les villes françaises et la lutte au corps à corps face aux unités nazies les plus redoutées. Des cadavres allemands, des cadavres canadiens, des cadavres anglais. C'est ça la guerre. Caen a été l'une des batailles les plus dures sur le sol français.